Bonjour, bienvenue à l'Odysse. En ces temps de période électorale, la question c'est pour qui voter? Question que tout le monde se pose, et en fait pour savoir pour qui voter, il faut savoir quels sont les problèmes qu'il faut résoudre, et pour ça il faut regarder pourquoi et comment la société française se trouve en cours de déclassement. Alors, pour ça, il faut comprendre les enjeux de la gouvernance universelle, toujours dissocier un idéal, ce que l'on rêve de faire, avec le réel, ce que l'on peut faire. Quels sont les concepts qui régissent la compréhension du monde et la pratique, ce que l'on arrive à opérer en réalité, ce que l'on souhaite et ce qui est possible. Ce que sont des valeurs, c'est-à-dire une grille de priorité, une grille de repères pour analyser des faits qui, eux, restent réels. Et ça veut dire que dans l'histoire du monde, on a toujours dissocier deux formats de pouvoir qui sont le pouvoir à caractère spirituel du pouvoir à caractère temporel. Donc le spirituel donne les repères, assume le rêve, et le temporel dit ce qu'il est possible de faire parce qu'on ne peut pas accomplir le rêve tous les jours, chaque matin en se levant. Et donc ça veut dire que dans l'histoire du monde, on a bien articulé un peu partout dans toutes les civilisations, un siège du spirituel et un siège du temporel, donc ça prend la forme souvent d'un roi d'un côté et d'un premier ministre de l'autre. Dans l'entreprise, c'est un président, un directeur général. Et ça permet ensuite de réarticuler avec deux sièges différents, d'une part ce que l'on souhaite, d'autre part ce qui est possible, avec des acteurs qui tiennent le rêve et qui tiennent le système de valeurs, le système d'évaluation en disant vers quoi tendre, et d'autres qui disent ce que l'on fait aujourd'hui au regard de ce vers quoi on tend, mais qui n'ont pas à assumer tout le long terme, toutes les valeurs eux-mêmes, parce qu'ils sont pris dans des contingences et on ne peut pas tout faire, donc ils ne peuvent pas accomplir le rêve chaque matin. Donc, le problème français, qu'est-ce que c'est par rapport à ça? Eh bien, c'est tout simplement que nous avons fusionné les deux fonctions. Nous avons fusionné la fonction du roi et celle du Premier ministre. Ça s'appelle le président de la République et le Premier ministre. Regardez où se tient le Conseil des ministres tous les mercredis matins. Il se tient à l'Élysée, il ne se tient pas à Matignon, là où réside le Premier ministre, il se tient là où réside le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui préside, c'est lui qui est le chef de la magistrature, c'est lui qui est le chef du législateur, qui définit l'ordre du jour défini en Conseil des ministres sous sa responsabilité. Tout est concentré en France dans les mains d'un seul chef, et c'est comme ça depuis 1000 ans. C'est-à-dire que les Capétiens l'ont emporté, vous pouvez regarder des précédentes vidéos, dans leur grande partie d'échecs contre l'Église catholique. Ils ont réussi à se faire sacrer, à obtenir tous les pouvoirs, à devenir le chef de l'Église, tout en restant le chef du pouvoir temporel. C'est-à-dire qu'en France, on a un chef qui occupe les deux fonctions. C'est pas du tout la même chose en Angleterre. Vous avez une reine qui n'a aucun pouvoir temporel. Elle est le chef de l'église anglicane. C'est pareil dans les pays du nord de l'Europe, avec des rois et reines qui sont en charge de la partie spirituelle et qui n'assument en rien le gouvernement et les décisions du quotidien qui régissent la vie de la société. En France, on a fusionné. Et cette fusion, elle engendre un problème qui est qu'on confond le spirituel et le temporel, on confond les valeurs et les faits, c'est-à-dire on dit oui, il faut faire ça, oui, mais je ne peux pas, je n'ai pas tous les moyens, ah oui, mais il faut le faire quand même. C'est mal, donc on ne doit pas le faire, oui, mais c'est tout ce que je peux faire. Alors même si ce n'est pas encore très bien, ça serait peut-être une première étape. Eh bien non, on ne peut pas dissocier cette articulation intellectuelle entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible, parce qu'une même et seule personne doit assumer dans la société française et le souhaitable et le possible. C'est elle qui dit vers où on va, ce qu'est l'idéal, ce que sont les concepts, et en pratique, comment on s'y prend, comment on décrit le réel. Or, il faut absolument dissocier ces deux dimensions. Et quand on ne dissocie pas, ça veut dire que peut-être que le chef a des bonnes idées. Peut-être qu'il arrive avec une roue ronde face à des gens qui poussent ou tirent une charrette avec des roues carrées. Mais les gens disent, on ne t'écoute pas, on n'a pas pris le temps d'essayer de comprendre, nous on a nos propres avis, toi tu réfléchis de ton côté, on n'a pas bien compris ce que tu racontes parce que de toute façon tu nous as dit ce qu'est le rêve et en même temps on a compris que tu ne l'as pas accompli et que tu ne travailles pas à son accomplissement vraiment, donc on ne fait pas vraiment confiance et on a ce problème-là à tous les étages de la société avec des acteurs qui dirigent, qui innovent et qui ne sont pas forcément entendus
entendu, et parfois ceux qui dirigent n'innovent pas, et les innovants sont à d'autres étages de la société, et c'est pareil, à ce moment-là, on reproduit cette difficulté d'articulation entre le souhaitable et le possible, et on n'a pas la possibilité de prendre en charge les faits simplement dans la société française. Et ça, c'est la racine du mal français, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que la France est déclassée? Ben, vous prenez l'emploi par rapport à nos voisins suisses ou allemands, on a un taux de chômage qui est 3 fois supérieur. Vous prenez la dette publique, on a tout explosé par rapport aux autres. Nos exportations, c'est la cata. Les brevets, on dépose des brevets qui ne sont pas repris par les autres. L'éducation, dans tous les classements internationaux, on est mauvais dans presque tout. On est en déclassement progressif. Et ce déclassement provient du fait qu'on n'arrive pas à définir un diagnostic, d'une part, définir des projets. Ces projets, c'est par strate, par phase. Non, on veut tout de suite l'idéal ou rien. C'est pareil sur les grands projets. Il y a des réussites techniques avec des ingénieurs capables d'inventer le Concorde, le Minitel, le Bebop, Areva, que sais-je. Et pourtant, on n'arrive pas à déployer ces innovations techniques sur le plan commercial. On n'arrive pas à intégrer dès la conception les enjeux commerciaux, les besoins du client. On n'arrive pas à co-construire avec les acteurs qui sont concernés par la mise en œuvre des solutions. Et au niveau des entreprises de taille intermédiaire, ce qu'on appelle les ETI, en France, on en a à peu près 5 000, alors qu'en Allemagne, il y en a 13 000, presque 3 fois plus. Il y en a presque 10 000 au Royaume-Uni, pareil en Italie. Donc ça veut dire qu'on en a presque 3 fois moins en France qu'en Allemagne, 2 fois moins en France qu'en Angleterre, au Royaume-Uni et en Italie. On n'arrive pas à construire des projets qui fonctionnent, qui grandissent, parce qu'on a du mal à articuler correctement ce que l'on veut dans l'idéal, ce que l'on peut faire en réalité. C'est deux choses différentes qui doivent se confronter, mais dans une dialectique permanente pour essayer de chercher le mieux à chaque étape avec un parcours progressif. Et c'est ça le mal français, il faut sortir de ça. Pour ça, il faut placer le citoyen au centre. Ça veut dire construire une culture de l'intérêt général, irriguer toute la société à tous les niveaux, faire que chacun soit projeté dans une mécanique de recherche de cet intérêt général pour tenter de contribuer à l'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut associer nos citoyens à la réflexion sur tous les sujets. Pourquoi est-ce qu'on construit le Grand Paris? Pourquoi est-ce qu'on construit une stratégie nucléaire? Pourquoi est-ce qu'on fait des éoliennes ou pas? Etc. etc. Pourquoi ces projets? Quel rôle pour chaque type d'acteur dans la dialectique collective qui va permettre de comprendre le projet, comprendre les solutions, comprendre les alternatives et bâtir progressivement un entendement des différents choix possibles pour analyser les possibles, les expériences, les retours d'expérience. Et donc ça veut dire qu'il nous faut une méthode de réflexion collective, de dialectique collective. C'est une méthode de recherche participative. Il ne faut pas se dire « je suis chef, j'ai tel diplôme, donc je sais tout, je suis élu, je sais, on arrête de réfléchir, j'ai décidé, je vais tout décider ». Non, si on veut impliquer les citoyens dans l'accomplissement d'une société meilleure, il faut les impliquer dans la réflexion sur ce que c'est que cette société meilleure, sur ce que sont les forces et les faiblesses de nos sociétés actuelles, pour être capable de passer de la situation actuelle à la situation souhaitée, tous ensemble, chacun jouant sa partition. Ça veut dire que les participants qu'il faut impliquer, évidemment, ce sont tous les acteurs concernés directement par les décisions. Donc les élus, les partenaires sociaux, les bénéficiaires. Si on parle des aides sociales, il faut impliquer les gens qui vont vivre dans les HLM. Autrement, ils n'aiment pas les HLM dans lesquels ils vivent, c'est jamais assez bien et donc ils n'en prennent pas suffisamment soin. Il faut impliquer tous les professionnels qui sont les opérateurs des sujets. Et non seulement il faut impliquer ces publics concernés directement, mais il faut impliquer aussi tous ceux qui sont concernés indirectement. Quand on est dans la cité, c'est qui? Ce sont les contribuables, ce sont tous les habitants des territoires dans lesquels on opère, ce sont finalement tous les citoyens, et même on peut ajouter les élèves des écoles qui ne sont pas encore dans un statut de citoyen, mais qui peuvent être dans une posture intellectuelle, philosophique de citoyen pour aider, dès qu'ils savent lire et écrire, à réfléchir à ce que c'est qu'une société qui fonctionne mieux. Alors, dans l'entreprise, c'est la même chose.
Il faut placer le client au centre. Pour ça, je suis aujourd'hui accompagné de Xavier Jacquet, boncommercial.com. Xavier, comment est-ce qu'on construit la culture client? Il est donc essentiel de placer le client au centre de notre réflexion au sein de nos entreprises en France. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire inclure chacun des participants de l'entreprise, c'est-à-dire tous les salariés, donc en interne, les commerciaux, mais également le marketing, la recherche et développement, les ingénieurs, tous les départements support, administratifs, produits, financiers et autres. Mais également au niveau externe, aller chercher les actionnaires, aller chercher les fournisseurs, les clients actuels, les prospects, les clients perdus. Mettons-les au centre de la réflexion au niveau de la satisfaction client. Et en termes d'enjeux, c'est justement énorme derrière, c'est de se dire quelle est la raison d'être de nos entreprises, la satisfaction client, point barre. Et c'est redonner du sens, c'est analyser un certain nombre d'expériences, mettre du lien avec le client. Et en termes de méthodologie, c'est tout simplement avoir cette réflexion collective qui nous permet de définir un avenir meilleur pour nos entreprises orientées sur la satisfaction client. Et tout ça se fait évidemment avec une méthode de dialectique collective, une démarche de recherche participative qui associe les différentes parties prenantes à l'élaboration de meilleurs services, de meilleurs produits au service de tous. Et donc, c'est comme ça qu'on réussit la transformation globale dans la société et dans l'entreprise en plaçant l'acteur au centre du système, en l'impliquant dans la réflexion collective pour inventer tous ensemble des solutions meilleures. Donc vous pouvez commenter cette vidéo, vous pouvez nous adresser des messages, nous contacter, mettre des pouces, vous abonner et partager. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur la chaîne Odyss Odyssée, sur laquelle vous trouverez de nombreux éléments méthodologiques. À bientôt.